N'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette réplique, vous l'avez entendue des dizaines de fois, que ce soit en regardant les films live-action ou animés, en regardant les dessins animés, en lisant les comics ou en jouant aux jeux vidéo sur le mythique personnage de Peter Parker, alias Spider-Man. Que vous soyez fan ou non du personnage, ainsi que de l'univers Marvel, tout le monde aujourd'hui sait qui est Spider-Man. Il s'est tellement intégré dans notre société ainsi que dans la pop culture, grâce à ses différentes œuvres ou même formats où il apparaît, que tout le monde sait aujourd'hui ce qu'est Spider-Man. Le gars a quand même fait une pub pour les bouteilles d'eau d'Évian. C'est dire. Il est devenu une icône, un modèle fictif intergénérationnel où tous les gens peuvent se voir, se représenter à travers lui, ainsi qu'à travers ces différentes versions du personnage qui existent dans le Spider-Verse. Comme on peut le voir dans le dernier film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse, où chaque Spider-Man a sa propre histoire. Ces événements qui se lient étroitement avec les autres Spider-Man et Woman qui existent à travers le Spider-Verse. Je ne vais pas expliquer tout en détail l'histoire de Spider-Man depuis sa apparition dans les comics à aujourd'hui, car c'est très long. Cela fait quand même 60 ans que ce personnage existe, et puis tout le monde sait plus ou moins ce qu'est Spider-Man aujourd'hui. Par contre, moi, ce que je vais vous faire découvrir, c'est les pépites qui sont méconnues d'un personnage, d'une série, d'un film ou même d'un programme, et ainsi raconter toute son histoire, depuis sa création jusqu'à son aboutissement, ainsi que les anecdotes qui le regorgent. Et c'est ce que nous allons faire avec ce Spider-Man que l'on connaît tous. Aujourd'hui, on va retourner dans le passé, au début des années 2000, où commence la folie du phénomène de Spider-Man au cinéma, avec les films réalisés par Sam Raimi, mettant en scène le légendaire Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker. Cette trilogie fera un carton au cinéma et au box-office mondial, et redonnera des couleurs pour les films et les séries de super-héros Marvel, qui n'étaient pas en grande forme durant la période des années 80-90, où la qualité était plus que douteuse. Comme vous le savez, cette saga, avec aussi les films de la franchise des X-Men, donneront un essor pour la création d'autres films de super-héros, notamment chez Marvel avec tous les films X-Men, Spider-Man, les 4 Fantastiques, Hulk et Ghost Rider. Mais aussi du côté de chez DC Comics avec la trilogie des Batman de Christopher Nolan, le film Watchmen, Hellboy et bien sûr Man of Steel, centré sur le personnage de Superman. Tout cet engouement sur ce renouveau de films de super-héros fera aboutir à la création du Marvel Cinematic Universe ainsi que du DC Comics Universe. Et pas la peine de vous raconter la suite, on sait très bien où on en est aujourd'hui. Le film de type super-héros est omniprésent avec Marvel, qui a pris une énorme place dans l'industrie du cinéma et de la télé avec son MCU. La fin d'une époque avec la saga de l'Infini et Endgame qui s'est étendue pendant presque 20 ans. Et ça continue aujourd'hui avec les nouveaux héros et l'apport du multivers, qui ravivera les fans de premières heures, même si la qualité a été ternie au fil de ces dernières années au profit de la quantité. Et pour DC Comics, c'est chou blanc. On espère que le reboot de l'univers DC Comics au cinéma dirigé par James Gunn et Peter Safran va leur faire du plus grand bien. Après une lignée d'échecs de films malgré que certains sortent du lot comme The Batman avec Robert Pattinson ou la version de Zack Snyder du film Justice League. Pour revenir à Spider-Man, après la légendaire trilogie de Sam Raimi qui a mis tout le monde d'accord, une double J a vu le jour après un petit reboot, une annulation du 4ème film avec Tobey dans le rôle de Spider-Man. C'est alors Andrew Garfield qui reprendra le flambeau de l'homme araignée pour continuer l'aventure du tisseur, qui, on va pas se le cacher, restera la meilleure incarnation de Spider-Man au cinéma. Bah quoi, c'est vrai, mais vous avez vu la performance de No Way Home aussi, voilà, il est incroyable ce mec. On va pas ouvrir le débat qui est meilleur entre Andrew Garfield ou Tobey Maguire, même si j'aime bien Tobey, juste pour cette scène légendaire. Suite à un dernier reboot et dû à un accord entre Disney et Sony pour se partager les droits de la licence Spider-Man au cinéma, une dernière trilogie au sein du MCU arrive en 2016, avec en protagoniste principal Tom Holland dans le monde du MCU. Mais bon, ce que l'on retient dans cette dernière trilogie du MCU, c'est de voir Spider-Man enfin réuni avec les Avengers, et que tous les autres Spider-Man de cette dernière trilogie sont enfin réunis grâce au multivers dans Spider-Man No Way Home. Et on ne veut pas oublier aussi le petit dernier avec les films d'animation de qualité, produits par Sony Pictures centrés sur le personnage de Miles Morales, explorant le Spider-Verse et qui aura sûrement son adaptation en live-action d'ici quelques années. Où je veux en venir dans mon histoire avec Spider-Man, c'est que, parmi ces sagas, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il y a eu un 12ème film? Alors, je ne parlerai pas des films ou des projets créés par des fans, comme Spider-Man Lotus et Spider-Man Reborn, ou même des films qui ont été annoncés ou préparés et malheureusement annulés au dernier moment, comme Spider-Man 4, ou les rumeurs d'un The Amazing Spider-Man 3, après les apparitions d'Andrew Garfield dans No Way Home. Mais, depuis No Way Home, tout a changé, car Tobey Maguire serait partant pour faire d'autres apparitions en tant que Spider-Man, car cela lui a redonné le goût de refaire de l'acting grâce à l'expérience vécue dans le dernier film. Et pour Andrew Garfield, il a récemment déclaré que son Spider-Man de l'univers The Amazing continue sa vie d'homme d'araignée et que son histoire ne se termine jamais. Donc il y a toujours quelque chose à faire, ce qui laisse une porte entrouverte pour espérer un 3ème film de cette saga. Puis maintenant on peut se l'avouer que tout peut se concrétiser avec le multivers. On l'a vu et on le voit encore avec le film Across the Spider-Verse, où l'on aperçoit à peu près tous les Spider-Man existants dans Spider-Verse,
Spider-Verse, y compris les anciens Spider-Man des précédents films. En fait, ce que je vous parle en ce moment, c'est du concret, des projets aboutis et qui sont sortis dans l'univers de Spider-Man. Et si je vous dis que dans cet univers, il existe bel et bien un programme sur Spider-Man, mais qui n'a pas été intégré officiellement avec ces 4 sagas, et que le Spider-Man de ce programme a totalement disparu du Spider-Verse. C'est là où ça devient intéressant. Vous allez venir avec moi, on va retourner dans le passé en l'an 2003. Un an après la sortie du premier film Spider-Man en 2002, fait par Sam Raimi, et que la communauté des fans attend impatiemment le deuxième film, et bien chez Sony en 2003, un programme sort de l'ombre, caché derrière les fagots et en préparation dans leur studio depuis des années. Mesdames et messieurs, je vous présente les nouvelles aventures de Spider-Man. Je ne sais pas si vous connaissez ou même déjà entendu parler de ce programme, mais si vous connaissez cette relique, vous êtes des chanceux, soit des fans hardcore de Spider-Man, c'est au choix. Par contre, si vous n'avez jamais entendu parler de ceci, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans cette histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter toute l'histoire derrière la série Les Nouvelles Aventures de Spider-Man, la série oubliée du Spider-Verse qui devait être la suite officielle du premier film. Avant de rentrer dans le concret du sujet et de vous expliquer tout ce qui se passe à l'intérieur, on va refaire un petit retour dans le passé et vous expliquer un peu de contexte. Remontons dans le temps. Nous sommes en 2003, durant l'été, et en France c'est les beaux jours de la canicule. On découvre alors le succès de Laurie et son air latino, et les enfants découvrent le monde de Nemo. À moi. Et aux États-Unis, durant l'été 2003, sort la série Les Nouvelles Aventures de Spider-Man, ou comme le titre en anglais, Spider-Man The New Animated Series. Après le succès du premier film, Sony Pictures Television et Columbia TriStar, en collaboration avec Marvel, décident de publier cette série comme étant la première émission entièrement faite en CGI pour notre homme araignée préféré. C'est quand même un exploit à souligner car avant cette série, Spider-Man n'a jamais été adapté pleinement de A à Z en effets spéciaux créés par ordinateur. Aujourd'hui, on se dit que c'est banal d'avoir de la CGI dans nos programmes. Mais en 2003, c'était très novateur d'avoir une série faite de A à Z en images de synthèse. Souvent, c'était du 50-50 pour les séries animées, la moitié en dessin animé 2D et le reste en CGI, comme Code Lyoko, qui est sorti aussi en 2003, ou Galactic Football par exemple. Mais il faut savoir que cette série a mis beaucoup de temps à se produire, elle n'a pas été créée juste en quelques mois. Il faut remonter bien avant 2003, vers le début des années 2000, dans les studios de Sony où se déroule en même temps la production de Spider-Man 1. Ayant racheté les droits d'exploitation à Marvel en 1999, pour faire des films et séries sur Spider-Man, le projet va naître dans le plus grand des secrets chez Sony. Le projet est une série animée sur les aventures de Spider-Man, en élaborant leur adaptation sur une série de comics qui est devenue légendaire aujourd'hui, Ultimate Spider-Man. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la série de comics Ultimate Spider-Man, pour la faire courte, c'est une adaptation de Spider-Man devenue populaire car elle a tout simplement donné au personnage de Spidey une version modernisée visant à conquérir un public parfois rebuté par 40 ans de continuité. En gros, voyez ça comme un reboot des comics de Spider-Man qui a autant marché que l'original des années 60. Du fait à sa nouvelle vision de l'histoire ainsi qu'à sa direction artistique toute fraîche, venant d'une équipe de passionnés et ayant à la tête de cette série de comics, Brian Michael Bendis, qui deviendra une légende pour les fans des comics de Spider-Man grâce à cette adaptation d'Ultimate Spider-Man. Mais rappelez-vous au début, je vous ai dit que la série Les Nouvelles Aventures de Spider-Man devait être la suite officielle du premier film. Alors vous vous posez la question, qu'est-ce que vient faire cette série de comics là-dedans? Eh bien vous allez voir que entre la série et les comics Ultimate, et les deux sont étroitement liés puisqu'en fait à la toute base, la série devait être une adaptation de la série des comics d'Ultimate. Cependant, en même temps que la pré-production de la série, il y a une autre œuvre adaptée sur Spider-Man qui est certainement un film, réalisé par Sam Raimi et qui s'appelle Spider-Man 1. Seulement le film est sorti en 2002 et la série en 2003, et sachez que ces deux programmes ont été en production durant les années 2000. Comme vous le constatez, il y en a bien un qui est sorti avant l'autre, mais c'est pour une bonne raison. En parallèle du succès du film pendant la pré-production de la série, Sony a décidé de surfer sur la réussite du film pour donner plus d'attention à la série. Du coup, ils ont changé l'adaptation de la série qui était à la base configurée sur les comics Ultimate pour au final être adaptée au contexte du premier film et ainsi faire une connexion entre le film et la série, dans le but d'inciter les gens à la regarder, ce qui en fait quelque sorte un sequel du premier film. C'est donc ici qu'on parle de la supposée suite du premier film, mais heureusement tout le travail fait en amont sur l'adaptation de la série de comics d'Ultimate n'est pas à jeter. Sony a eu la bonne idée de ne pas détruire tout ce qu'ils avaient fait depuis le début, puisqu'ils ont décidé de fusionner le contexte historique du film avec la direction artistique des comics d'Ultimate Spider-Man, pour au final créer une toute nouvelle série en respectant la licence et les fondations de Spider-Man. Encore faut-il que ça plaise aux fans, mais aussi que cela respecte l'adaptation de Spider-Man. Certains ont réussi avec la manière que cela fonctionne et que cela plaise au public ainsi qu'aux fans, et d'autres qui se sont lamentablement cassé la gueule
gueule car soit ça ne plaisait pas au public, ou soit que l'univers abordé soit totalement opposé au principal univers du personnage comme la série de 1999. Et c'est bien à ce problème que Sony doit se confronter, même surmonter, en plus de créer une série animée en CGI. Le but c'est de ne pas s'éparpiller de l'univers de base comme l'a fait la précédente série, qui a choisi de partir mais vraiment trop loin. En résumé, Sony a vraiment un très beau projet pour cette série de Spider-Man, mais ce n'est pas un départ sans difficulté. Il y a beaucoup de travail à faire et ils n'ont pas toutes les ressources à leur disposition, car la plupart de leurs équipes de prod ou de post-production sont sur le premier film de Spider-Man. Même si la série est sortie un an après le film, il reste tout de même la production du deuxième film Spider-Man qui est aussi dans les cartons. De plus, ils doivent renouer le lien de confiance avec les fans et le public qui restent sur leur faim concernant la série précédente qui a été un fiasco. La série doit être en adéquation avec le succès du film et devenir un best-seller, pour être au même niveau que le film qui terrasse le box-office au début des années 2000. Donc autant mettre les bouchées doubles et produire une série liant histoire et qualité avec des images de synthèse qui est la technologie innovante de ces débuts des années 2000. Quoi qu'il en soit et peu importe les difficultés, cette série doit absolument exister pour Sony. Et malgré les facteurs et les contraintes, il n'y a qu'une seule personne qui est de taille à être la tête pensante pour créer la série. J'ai nommé Odu Payden. Odu Payden sera le réalisateur de cette série, et certes, ce nom ne vous dit pas grand chose, pourtant Odu Payden est un réalisateur âgé de la soixantaine et d'origine britannique, devenu aujourd'hui une sacrée pointure dans le domaine de la production et de la réalisation de séries animées. Il est d'ailleurs à la tête de toutes les séries animées concernant la licence des Monster High, des nouvelles séries Max Steel ou de Stuart Little 3. Et à l'époque, en 2003, ce qui est rassurant avec Odu, c'est qu'il a déjà une certaine expérience dans le domaine des dessins animés. Prior to Spider-Man, I actually had two other series that were also computer animated. Shows like Starship Troopers and Heavy Gear. Starship Troopers was a 40-episode series, did very well. It was actually nominated for an Emmy. It was a very realistic space drama set in far-flung galaxies where we fought bugs and people had great adventures. Même s'il connaît l'organisation et le processus de création de séries animées à travers ces différentes expériences, travailler sur la licence Spider-Man, cela revient vite à une impasse, si on essaie de deviner le rendu final de la série Spider-Man en calquant son expérience de ses anciennes séries. So, having worked in CG before, we knew we wanted to do something fresh, something different. And for us, trying to figure out what exactly that was going to be was a really dynamic process. We wanted something that would be very pleasing to the eye. We wanted something that was very colorful, that had opportunities for lighting that traditional 2D animation did not permit. We found that the closer we got to realism, the creepier the characters got. They're sort of like stuffed, flayed people or marionettes, Thunderbirds are go. And the closer we got to perfecting it, the more off it felt. So it was a very natural choice to say, let's go somewhere else. Let's make a choice that's very graphic. Pour l'aider dans cette phase de pré-production très concentrée sur la recherche artistique, technique et surtout historique, Sony, Columbia et Marvel, ils ont directement demandé à Brian Michael Bendis, le créateur des comics Ultimate Spider-Man, de leur faire un pilote et des storyboards pointilleux pour donner une direction à la série et ainsi écrire plusieurs scénarios pour allier le contexte historique du film à la direction artistique de Brian, pour enfin construire la série. Avec tout ça, Odu et son équipe travaillent pour élaborer la série, mais il manque encore deux éléments très importants. Premièrement, qui va s'occuper des effets spéciaux? Évidemment, aujourd'hui Sony a son propre studio d'animation du nom de Sony Pictures Animation, ceux qui se sont occupés des films Spider-Man New Generation et Across the Spider-Verse. Mais en 2003, Sony Pictures Animation existait bel et bien. Cependant, à la même période lorsque la série est en production, Sony Pictures Animation développait des films, des courts-métrages en collaboration avec leur filiale Sony Pictures Imageworks, qui eux se sont spécialisés en effets spéciaux. Coup dur pour Sony alors qu'ils se retrouvent sans studio pour faire les effets spéciaux. Merde! Oh, c'est con ça! C'est pour cela qu'Odu et Sony, ils ont utilisé leur carte de Joker pour faire les effets spéciaux. Et alors là, je veux un petit roulement de tambour. Ils ont décidé de faire un concours. C'est pas des conneries, hein. Ils ont décidé de faire un concours. Ils ont fait un appel d'offres à tous les studios du monde entier pour réaliser les effets spéciaux de la série Spider-Man. C'est en soi une idée de génie, mais en même temps tellement flemmarde comme jamais. C'est du génie! Tout ce qu'ils veulent en échange afin de pouvoir choisir un gagnant, c'est une démonstration de plusieurs mises en scène de Spider-Man en 3D et en respectant une règle d'or, qui sera l'atout principal pour le design de la série, un style proche des comics avec de belles couleurs et des lignes de contour profondes. Et devinez quoi? C'est que cette technique-là, elle a tellement bien marché. Sony et Odu, ils ont reçu beaucoup, mais beaucoup de demandes pour réaliser les effets spéciaux de la série Spider-Man. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le studio d'animation qui a réussi à avoir le contrat pour faire les effets spéciaux de la série Spider-Man, tenez-vous prêts, ils ont été pistonnés par Odu. Quoi? Non mais je vous jure, dans le making of, le studio avait déjà travaillé avec Odu par le passé sur les séries animées, et malgré le concours et le nombre de demandes des autres studios, c'est ce studio précis qui a gagné le contrat. Après son concours, ma foi,
Utile, les heureux gagnants sont Mainframe Studio, qui aujourd'hui est un studio d'animation toujours en activité et est devenu assez réputé vu les dernières expériences qu'ils ont dans leur bagage. Par exemple, ils ont réalisé tous les films et les séries Barbie en animation, ou même le film Ratchet & Clank. Cependant, durant le début des années 2000, le studio Mainframe Entertainment était encore très jeune et n'avait que quelques expériences dans les dessins animés. Et franchement, j'ai pas envie de montrer des extraits, mais sérieusement, j'ai vraiment pas envie. Bon, à la limite, c'est que des extraits, tu peux quand même nous montrer, ce sera sûrement de la qualité. Bon, je vous aurais prévenu. And defend. To defend my newfound friends, their hopes and dreams. Going turbo! Alex Mann, the action man, takes an early lead in the rooftop road rage. But longtime rival Brandon Kane quickly closes the gap. Voilà, bon bah on sait quoi s'attendre pour Spider-Man, hein, vu la qualité. Et vous savez quoi, j'ai même retrouvé la démo qu'a envoyé Mainframe à Sony pour le concours. Ce que vous allez voir a permis de convaincre Sony, Marvel, Odoo Payton et Columbia TriStar de prendre Mainframe pour la série. Je vous souhaite à tous de prendre un petit sac à vomi pour ce qui va arriver. Je tiens à vous rappeler que cette démonstration date du début des années 2000, peut-être 2001, et qu'en 99 il y a eu Toy Story 2, et qu'en 2001 il y a eu Shrek et Monstres et compagnie. Alors, il n'y a peut-être pas le même budget, mais en termes d'animation, pour une démonstration... On va pas se le cacher, c'est de la merde. Hein. Revenant au fait, Sony a trouvé son studio d'animation, mais il reste encore un problème. Qui va diffuser la série? Il faut bien une chaîne de télévision pour diffuser la série, car Sony ne fait que des films et des courts-métrages, et ils ne disposent pas de leur propre chaîne télé. Du coup, comme pour la recherche du studio d'animation, Sony a décidé de refaire la même en refaisant un autre jeu concours. C'est vraiment pas possible, ils n'arrivent pas à faire autre chose. Et surtout, c'est qu'en fait, c'est pas vrai. Non, c'est juste une blague. Ils ont juste demandé à des chaînes de télé américaines de diffuser la série. Et puis, ils ont réussi à trouver leur chaîne, qui est parfaitement adaptée pour diffuser les séries animées. J'ai nommé... MTV. Attends. C'est vraiment marqué ça dans le script? Ah oui, c'est bien MTV qui diffuse la série. You serious? Pourtant, ça diffuse... Enfin... Je comprends pas, elle diffuse que des musiques, non? Alors, vous vous posez certainement la question, pourquoi avoir pris le choix de MTV sachant que c'est une chaîne musicale qui diffuse des clips? C'est une très bonne question, et en fait je vais vous répondre très simplement, MTV est une chaîne regardée essentiellement par les jeunes. C'est donc la chaîne télé parfaite pour toucher le plus de jeunes possible, qui regardent et écoutent MTV toute la journée, en proposant un programme sur Spider-Man. L'un, voire le héros le plus connu de l'histoire, et surtout très en vogue avec le succès du film. Et deuxièmement, le but pour MTV c'est de proposer d'autres contenus sur sa chaîne. Car même si aujourd'hui la chaîne a évolué dans la diffusion de ses programmes, en proposant de la télé-réalité et des séries télé, à l'époque, MTV était dans le tout début de la diffusion de ses séries, et il fallait bien combler les heures d'audimat avec autre chose que de la musique, et donc pourquoi pas proposer aux jeunes d'autres programmes comme des séries animées, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont déjà eu l'expérience de diffuser quelques séries animées par le passé, donc avoir une série sur l'un des super-héros les plus connus, cela conforte le choix d'avoir énormément d'audimat et de faire des sacrés scores. Et finalement, c'est en automne 2001 que le projet peut officiellement commencer, après la signature du deal entre Sony et MTV pour diffuser la série. La série fut diffusée aux États-Unis du 11 juillet au 12 septembre 2003 sur la fameuse chaîne MTV, gagnant ainsi le surnom prononcé par les fans MTV Spider-Man, qui permettra de différencier cette série avec une autre série Spider-Man datant de 1994 qui porte à peu près le même nom. En rapport avec nous les Français, et moi étant trop petit pour la regarder à l'époque, je n'ai pas pu la voir sur une chaîne télé, mais elle a bien été diffusée une première fois le 3 septembre 2003 sur une chaîne musique comme MTV, sauf que celle-ci vient de Monte Carlo. Pardon? Oui. MCM. Alors, ne me demandez même pas pourquoi ni comment cette série a été diffusée sur une chaîne musicale appartenant à une ville qui se résume à du luxe et à un Grand Prix de Formule 1 dont son héros national n'arrive jamais à gagner avec Ferrari. Voilà. Cependant, 3 jours plus tard, la série fut diffusée sur France 3 dans l'émission TO3, puis sera rediffusée sur 2ONE pour qu'au final, un an plus tard, elle sorte en DVD comme celui-ci. Et si vous n'avez jamais vu la série et que vous avez envie de le faire, eh bah vous êtes des chanceux parce que en fait maintenant, la série est disponible sur YouTube avec les épisodes qui sont en intégralité en anglais, et sinon elle est disponible sur Disney+. Sauf
qu'il y a un problème. On dirait que Disney a mis la série un peu à contre-cœur sur la plateforme car elle n'a jamais été annoncée comme quoi elle était disponible. Il n'y a pas eu de réédition de cette série à part ce DVD en 2004 et selon moi, ils étaient obligés de la mettre pour agrémenter le contenu de la section Spider-Verse avec les différents événements venant de No Way Home et de New Generation. Donc la série est apparue de manière ni vue ni connue, sachant que quand même ça reste un programme sur Spider-Man. Alors, on va s'arrêter 2 secondes juste ici car il y a une petite nouvelle en rapport avec ce que je viens de dire sur le fait que Disney Plus s'en fiche de la série. Il s'est passé plusieurs mois depuis le tournage de cette vidéo et je viens de me rendre compte qu'à l'instant, Disney Plus en a décidément rien à foutre de la série car pendant le montage de cette vidéo, la série a tout simplement disparu de la plateforme et même de la collection Spider-Man où sont regroupés tous les programmes sur l'araignée alors qu'elle était présente en 2023 sur Disney Plus. Maintenant, la série se trouve sur Apple TV+. Je ne sais pas pourquoi elle est là-bas et est-ce qu'elle va revenir un jour sur Disney Plus? Bah, on sait pas. Mais cela prouve bien que Disney n'a pas l'intérêt à la garder dans sa besace, sachant qu'il y a toutes les autres séries animées sur le personnage de Spider-Man. Voilà, on peut retourner la vidéo. Sachant que Disney, et c'est là où c'est le plus drôle, ils n'ont pas mis dans le bon ordre les épisodes de la série sur la plateforme. Quoi? Oui, vous avez bien entendu. Ils n'ont pas respecté l'ordre chronologique des épisodes, sachant qu'il y a une continuité. Comment ça, mon ref? Alors oui, ils peuvent avoir une excuse comme quoi ils n'ont pas respecté l'ordre chronologique du fait de respecter la diffusion originale qu'avaient fait MTV et Sony. Car dans cette série, il existe 2 modes de diffusion. Celle du DVD qui est dans l'ordre chronologique permettant de comprendre les histoires et les intrigues, et l'autre ordre est celui de la diffusion à la télé, ce qu'a fait Sony et MTV, où les épisodes ont été mis aléatoirement. Car Les Nouvelles Aventures de Spider-Man est une série qui se place dans la catégorie des programmes qui peuvent se regarder dans n'importe quel sens, car la continuité n'est pas existentielle, ni même très importante dans l'histoire. Comme on le voit aujourd'hui, encore, il existe bel et bien des dessins animés qui sont du même type que la série. Tu peux simplement regarder un épisode au hasard, juste pour divertir les enfants, car le héros est populaire et il vit des aventures avec ses amis, et tu n'as pas besoin de comprendre le fil rouge de l'intrigue, pour passer un bon moment. Et c'est le cas pour cette série. Et dans la plupart des cas des séries de ce type, si on veut aller plus loin dans l'histoire et décliner les saisons au fil du temps, car la série gagne en audimat ou bien juste termine la série en beauté, le fil continu de l'histoire et ses intrigues apparaissent au premier plan, et deviennent palpitants et intéressants dans les derniers épisodes de la série, ou de la saison, qui sont souvent déclinés en plusieurs parties. Et c'est ce qu'il se passe dans cette série de Spider-Man. Tu peux regarder dans n'importe quel sens les épisodes, mais la fin se passe sur 2 parties, pour faire monter le suspense et finir sur une belle note ou un cliffhanger. Maintenant que vous avez le contexte en tête, il est sûrement le temps de parler du contenu de la série. Mais avant de découvrir le contenu de la série, il va falloir tenir votre mal en patience car on va s'arrêter là pour la première vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser vous reposer et assimiler toute cette histoire par rapport au contexte. Et d'ici quelques temps, on abordera le contenu de la série et vous aurez toutes les cartes en main avec le contexte en tête pour comprendre toute l'histoire de la série et donc sa conclusion. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour la suite des nouvelles aventures de Spider-Man. C'était Lucky Ben. Ciao. C'est pas mal ça comme fin? Ouais, je crois qu'on est bien, on est pas mal.